Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Les épreuves du baccalauréat 2021 fixées au 29 juin. Le ministère de l'Éducation nationale et les autres acteurs sont arrivés à ce consensus vu les nombreuses perturbations liées à la pandémie de Covid-19. L'annonce d'un nouvel avion présidentiel suscite une grande polémique. Plusieurs Sénégalais affichent un désaccord pendant que Birahim Seck du Forum civil exige une explication officielle sur le coût de ce nouvel outil. Il estime que les Sénégalais ont le droit de savoir. Et c'est la journée de l'Afrique aujourd'hui. Le rapport alternatif sur l'Afrique Rasa a été rendu public à l'occasion. Plusieurs perspectives qui devraient aider le continent à se libérer de l'emprise occidentale. Initialement prévu le 1er juillet prochain, les épreuves du baccalauréat auront finalement lieu le 29 du même mois. C'est ce qui ressort de la réunion depuis ce matin entre le ministère de l'Éducation nationale et tous les acteurs. Cette décision est saluée par l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Le président de l'UNAPES, Abdoulaye Faye, que voici. Nous saluons cette décision dans la mesure où d'ailleurs nous nous sommes rendus compte que depuis pratiquement quelques jours, le milieu enseignant et particulièrement certains syndicalistes posaient la question du quantum scolaire. Il y a un gap, un véritable gap dans la mesure où depuis l'année dernière avec la pandémie, ajouté à cela les événements qui ont eu lieu à Dakar au mois de mars, ont fait que quand même le quantum encore a été véritablement sérieusement éprouvé. Donc si une décision pareille a été prise par les autorités en charge de l'éducation, nous saluons cela. Cependant, nous voulons dire peut-être que c'est une bonne chose quand même que le ministère soit à l'écoute des partenaires sociaux, à savoir les syndicats, les associations de parents d'élèves. Et j'ai remarqué qu'ils ont fait une bonne lecture de la position des partenaires sociaux pour prendre cette décision qui permettra aux élèves de pouvoir véritablement de prendre les enseignements et se donner le temps de pouvoir vraiment se préparer en vue de ces examens. Dans la mesure où on a eu un indicateur qui était très inquiétant parce qu'il y a les compositions qui viennent de se dérouler nous ont permis de constater la baisse de niveau au niveau des notes. Donc c'est une bonne chose que nous saluons et vraiment nous sommes en phase avec cette décision. Et cette même actualité nous emmène au nord du Sénégal où les principaux concernés, c'est-à-dire les élèves, semblent ne pas adhérer à cette décision de report des épreuves du bac. Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Le report du baccalauréat du 1er au 29 juillet prochain fait l'objet de plusieurs commentaires dans la capitale du Nord. Du côté des parents d'élèves, on applaudit des deux mains car ce report permettrait aux apprenants de mieux se préparer. Ce serait une très bonne chose de reporter le baccalauréat quand on sait que c'est un examen qui demande beaucoup de sacrifices. Le baccalauréat se déroulait dès le début du mois de juillet. Mais si les autorités éducatives reportent la date du baccalauréat, c'est peut-être une bonne raison, peut-être pour leur permettre de mieux réviser, pour permettre aussi aux professeurs de terminer tranquillement leur programme. Si c'est pour mieux organiser l'examen du bac, c'est normal. Et surtout qu'il y a une différence de 29 jours, ça donnera la possibilité aux élèves de mieux réviser, aussi de mieux préparer. Si certains élèves saluent cette décision du ministère, d'autres par contre estiment qu'elle n'est pas la bienvenue. Ce que l'État a dit, nous sommes prêts. Mais moi, en toute personnalité, j'aurais aimé qu'on le fasse le premier et qu'on y termine une seule fois. C'est ça que je voulais. Mais maintenant, comme on l'a repoussé, on va essayer d'apprendre, de réviser. Nous ne nous attendions pas à une telle décision. Parce que ça fait presque 6 mois qu'on a commencé le programme. Nous savions bel et bien que le programme ne sera pas terminé. Et le ministre devait prendre cette décision depuis fort longtemps. Il ne devait pas attendre jusqu'à ce que ça reste qu'un mois pour qu'on fasse le bac
et qu'il prend une telle décision. Concernant le personnel enseignant, force est de reconnaître que la majorité des professeurs espéraient pouvoir aller en vacances en fin juillet. Merci beaucoup, Maman Ralissian. Et depuis son annonce hier, on ne parle que de ça dans les médias et dans les quartiers. Les conversations de rue tournent essentiellement autour de l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel prévu le 16 juillet prochain. Encore aucune idée sur le prix exact, mais ce qui est sûr, ce que nous avons interrogé dans ce reportage, du moins la majorité n'approuve pas cet achat puisque le contexte économique ne s'y prête pas. Abdulrahman Li. Yaya Sy n'en revient pas au nouvel avion présidentiel en cette période aussi décisive où les priorités devaient être ailleurs, un investissement aberrant selon ce gérant de multiservices. Il y a des priorités vraiment que le président devrait voir, mais au bon moment on entend que le président a acheté un avion privé. Bon, c'est agaçant, c'est surprenant aussi, c'est décevant de la part du président, quoi. Il y a beaucoup de chemins dans ce pays-là. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à réduire le taux de chômage que vive notre beau pays, quoi. Donc il y a beaucoup de problèmes, il y a d'énormes problèmes que le président devrait se focaliser pour essayer de réduire, car d'acheter des jets privés, je sais pas, des avions privés qu'on ne connaît même pas le prix, quoi. Donc s'ils pouvaient aider vraiment les entreprises afin qu'ils puissent bien recruter, ce serait mieux. Serigne Abdou Khafor Faye partage cet avis. Ce chauffeur de gros porteur dit avoir prêté une oreille attentive au porte-parole du gouvernement qui n'a pas souhaité donner de plus amples informations sur le coût de l'avion. Ce Réfanois d'origine déplore la démarche. Lorsqu'on a posé la question au porte-parole du gouvernement sur le coût de l'avion, il a précisé que cela ne relevait pas de ses compétences et qu'il sache qu'ils doivent nous expliquer car l'argent avec lequel ils ont acheté cet avion est le nôtre. C'est nous qui payons les impôts et ils ne savent pas comment nous les payons. Je pense donc qu'ils doivent éclairer nos lanternes sur cette affaire. Un investissement qui aurait pu servir à régler le problème des infrastructures routières complètement délabrées aux yeux de Modoutine, taximan. Les routes sont complètement délabrées. Les sortes de cordes qu'ils ont mises en place pour en faire des dodanes déjà nous rendent la vie pénible. Nous préférons qu'ils en fassent de vrais dodanes. Je vous dis, des routes sont complètement délabrées. Prenez l'exemple de cette route au niveau du marché Tilène. Impossible de pouvoir s'y stationner. 450 milliards annoncés par le chef de l'État pour régler le problème du sous-emploi, insuffisant selon nos interlocuteurs. Suffisant donc pour démontrer l'impertinence de l'opportunité d'achat de ce nouvel avion présidentiel qui, selon la presse du jour, coûterait entre 59 et 60 milliards de francs CFA. Birahim Seck du Forum civil crie au scandale suite au refus de l'État de communiquer le coût du nouvel appareil ainsi que toutes les dépenses déjà effectuées pour les réparations de la Pointe Sarène. Regardez. Pour nous, la question est très simple. Nous sommes dans une logique de redevabilité. Et le gouvernement est dans une obligation d'abord techniquement, parce que dans son communiqué, nous pensons que c'est un communiqué qui est assez infantilisant. On nous parle d'avions vétustes, sans pourtant nous dire techniquement quels sont les éléments, les caractéristiques techniques qui les amènent à dire que l'avion est vétuste. Et je pense que le gouvernement, s'il respectait les Sénégalais, il devrait pouvoir communiquer sur les coûts d'entretien. Il y a un besoin pour le gouvernement de communiquer, de nous dire quels sont les montants qu'ils ont injectés pour non seulement la location des avions présidentiels, parce que c'est des coûts, mais également les entretiens de Pointe Sarène. Deuxièmement, également, c'est le montage financier pour l'acquisition de l'avion A320 Neo. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le gouvernement ne communique pas pour nous dire est-ce que la DCMP a été saisie et quel était l'avis de la Direction centrale des marchés publics par rapport à cette acquisition-là. Deuxièmement, il y a un besoin également pour le gouvernement de nous dire le montage financier. Est-ce que l'argent est tiré du trésor public? Est-ce que c'est un emprunt? Est-ce que également c'est notre ressource naturelle également qui a été mise en gage? Tout ça, c'est des questionnements qui nous poussent, nous, au Forum civil,
de continuer également à demander cette redevabilité financière, mais également cette redevabilité technique par rapport à l'acquisition de l'avion présidentiel. Le coordonnateur du Forum civil a aussi fait des révélations sur la gestion de la RMP depuis 2017. Selon Birahim Seck, Sahernian occupe illégalement le poste de directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. Des propos tenus à l'occasion d'une session de formation sur la transparence et la redevabilité. Le compte-rendu est signé Mamadou Dien avec Seydina Mbaye. Depuis 2014, de nombreuses récriminations seraient constatées dans le système de régulation et de contrôle des marchés publics, d'où l'idée d'une session de formation sur la transparence. L'objet de cet atelier, c'est de renforcer la capacité des organisations de la société civile sur la transparence et la redevabilité des marchés publics, surtout dans un contexte de mobilisation des ressources publiques. La société civile réfléchit sur un système efficace de passation des marchés publics au moment où le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics serait illégalement à la tête de l'ARMP. Cela depuis 4 ans. C'est la base du droit. C'est le droit. C'est le décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, à son article 24, vous pouvez vérifier, qui dit que le directeur général de l'ARMP, après la concurrence, est choisi pour un mandat de 3 ans, une fois renouvelable. L'actuel directeur général de l'ARMP a été nommé en 2011. Depuis 2017, 18, 19, 20, 21, depuis 4 ans, le directeur général de l'ARMP est à la tête de l'ARMP de la façon la plus illégale. Bien sûr, c'est la volonté du président de la République. C'est le président qui l'a maintenu là-bas, mais également avec d'autres considérations. Mais si le président également le voulait, il allait prendre également un décret. Le Forum civil souhaite un système efficace garantissant la transparence et la redevabilité, ainsi que la revue du système de passation des marchés. Et le service communication de l'ARMP n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations. L'espoir renaît chez les populations impactées par le projet de découpage du département de Rufisque. Désormais rattachées à Sangalkam, elles expriment leurs attentes et besoins dans cette correspondance de Babacar Seck. Les résidents d'une dizaine de cités situées près de la Sédima ont saisi l'occasion du projet de découpage du département de Rufisque pour se faire entendre. Ils se considèrent comme les oubliés de Bambilor. Je pense qu'on parle beaucoup de Diamniadio, mais Diamniadio commence ici. Et ne serait-ce que pour cette raison, cette cité doit avoir des investissements qu'il faut pour que les populations qui y vivent puissent avoir le bien-être qu'ils méritent. Nous sommes dans un site où pendant l'hivernage, il y a des problèmes d'accès, il y a des problèmes d'inondation, il y a des problèmes d'éclairage public. Il y a un manque total d'infrastructures sociales, ni école, ni poste de santé, encore moins de marché. Selon le porte-parole des jeunes, les cités ne bénéficient d'aucune infrastructure ni de subvention. Ce qu'on a comme problème et qu'on déplore, c'est notre maire qui est là. En tant qu'ASC, nous n'avons jamais reçu de subvention. Deuxième point, nous n'avons pas de terrain ou bien d'espace là où les jeunes peuvent s'épanouir. Là, c'est un problème majeur. Reçu par le maire de Sangalkam qui pourrait accueillir ces cités, les résidents espèrent la satisfaction de leurs doléances. Et nous pensons que tout ce que nous avons discuté, tous les problèmes, toutes les doléances que nous avons identifiées, toutes ces difficultés que nous avons identifiées, qu'à travers ce nouveau découpage, on aura la possibilité de voir enfin le bout du tunnel, parce que ces populations sont très fatiguées. Donc nous avons beaucoup d'espoir qu'à travers ce nouveau découpage, à travers, en tout cas, les engagements que nous avons eus de M. le ministre Omar Gueye, qu'on va enfin trouver une solution à nos problèmes. Pour rappel, le collectif est composé des cités Sir, Madinatul Munawara, Cité Sapko, Almadi 2, entre autres.
Le syndicat des travailleurs de la Seine-Eau en veut énormément au ministre de l'Eau et de l'Assainissement. En visite dans les locaux de la société en charge de la gestion de l'eau au Sénégal, le ministre Serine Baïtiam ne s'y attendait peut-être pas, mais il a été accueilli par des hommes et des femmes en brassard rouge. Ses employés l'accusent de non-respect des accords et des promesses. Et voici dans ce journal le délégué du personnel Oumar Ba au micro de Aboutedi Sow. Nos doléances sont assez nombreuses. D'abord, que la direction donne plus de considération aux travailleurs. Parce que depuis que la direction est là, on constate qu'ils sont en train de faire moins que la SDE. Et ça, ce n'est pas normal. Ils sont en train de pousser les travailleurs à bout. Les acquis que la SDE avait laissés ici, ils sont en train de le grignoter. Et ils n'ont rien rajouté de plus pour les travailleurs. C'est ça la véritable pomme de discorde. Ensuite, les négociations annuelles sur les enveloppes d'avancement, d'augmentation de salaire et de conditions de travail des travailleurs. Chaque année, nous étions en train de les négocier. Et chaque année, à cette période, les accords étaient déjà scellés. Mais on est au mois de juin et il n'y a toujours aucun accord. Parce que tout simplement, la direction ne veut faire aucun effort. La direction est en train d'amasser des milliards. C'est les Français, ils sont en train d'amasser des milliards et ils ne veulent rien pour les Sénégalais. Même le peu que la SDE avait laissé ici, ils sont en train de le grignoter. Et pour nous, c'est une déception totale qu'ils remettent sur place ce que la SDE nous avait laissé ici, s'ils ne peuvent rien nous rajouter. Ça, au moins, c'est le minimum. Une petite détente à présent dans ce 1945. C'est bientôt la saison de la plage. Sans doute le meilleur endroit pour se détendre, oui, et profiter des vacances. Nos équipes ont fait un tour à la plage de la Cour de cassation et vous allez vous-même le voir dans ce reportage d'Aïssa Toukane. Énormément de monde sur place. Regardez. La plage de la Cour de cassation, très fréquent durant l'été, est accessible et pas du tout interdite. Non, c'est qu'un interdit. Cet agent municipal a tenu à battre en brèche tous les propos calomnieux qui sont tenus par certains, dit-il, et qui ne sont pas avérés, rien que des ondes positives. Et la détente, précise Amadou. Diabolisé sur une plage, nous Cette plage n'est pas interdite, que personne ne diabolise notre plage, c'est notre milieu favori. Il n'y a rien de mauvais ici. Les gens disent que du mal sur la plage Terroubi ou Plongeoir. Ce sont les gens qui sont mauvais. Vous trouvez ici que de bonnes choses pour passer un bon moment de détente. Des poissons, fruits de mer de toutes sortes. En compagnie de sa famille, cet étudiant a organisé cette sortie afin de passer un excellent moment avec ses proches. Dégustation de poissons et fruits de mer au rendez-vous. Nous sommes un jour férié, nous en avons profité pour sortir, profiter avec les restrictions qui ont été diminuées. Nous sommes là, prendre de l'air, manger en famille, vu que ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Profiter du soleil aussi, avec l'été qui s'annonce. Non, nous sommes juste là pour manger et puis se balader, pas de douche. Cet élève vient souvent sur les lieux pour évacuer le stress, étant donné que la plage est plutôt calme. Je voulais venir ici pour se divertir, parce que ici la plage c'est trop calme. Il n'y a personne qui te dérange, les gens sont gentils. Ici, c'est prudent. En prélude à l'été, les plages deviennent un incontournable. Jour férié ou les week-ends, les plages sont prises d'assaut. Les maîtres nageurs sur place pour veiller à la sécurité. À noter que les cas de noyade ont considérablement chuté depuis la saison dernière et le président de l'association des maîtres nageurs, Ibrahim Fall, explique par le contexte de crise sanitaire et son lot de restrictions. On l'écoute. De 2015 à 2018, les plages du Sénégal ont enregistré 1023 décès par noyade. Donc en 2019, donc on a eu 56 décès par noyade. Donc en 2020 aussi, donc comme il y avait la pandémie du coronavirus, donc les plages ont enregistré 12 décès. En période d'été, nous dépendons de la ville de Dakar. Donc la ville de Dakar déploie les maîtres nageurs donc sur le terrain, mais en période d'été, à partir du 1er juin.
Donc présentement, donc les plages sont pas encore sécurisées parce que bon, donc on doit démarrer nos activités de sécurité donc le mois prochain. Mais il y a une affluence au niveau des plages parce que quand il fait chaud ici à Dakar, donc les gens sont obligés de partir de partir se baigner ou bien de prendre de l'air à la plage. Moi, j'ai instruit aux maîtres nageurs donc d'anticiper même parce que sinon il y aura aussi encore des cas de noyade. Et les plages autorisées, c'est la plage Terubi, Teruba-Essogi, Anse Bernard, plage des enfants, Cour suprême, piscine Mermoz, Pointe des Almadies, Ngor, Île de Ngor, Yoff Tongo, Almadies, Gorée. C'est ça les plages autorisées à la baignade. Donc il y a aussi des plages interdites. Donc les plages interdites sont la plage de Soumbédioune, Université, Almadies, plage surf, Parcelles Assainies, Mamel, Anne, Lat Dior, Koussoum, Guédiawaye, plage de Malibu, plage de Malika, plage des Niayes, Cap des Bûches, Bargny, Minam. Donc c'est ça les plages interdites à la baignade. Mais en fait, il y a trois sortes de plages. Donc, il y a des plages classées interdites à la baignade. Il y a des plages autorisées à la baignade aussi. Mais la troisième, les plages se trouvent sur la Grande Côte. C'est des plages où la baignade est dangereuse, mais elles sont surveillées. C'est la plage BCAO de Yoff, le Virage, la plage de Mermoz et de Cambérène. C'est l'un des titres de cette édition. Tous les ans, la journée de l'Afrique est célébrée le 25 mai. Ce sont des occasions pour évaluer les forces et les faiblesses du continent. On constate donc que 60 ans après les indépendances, plusieurs pays sont en proie à des conflits politiques pour la plupart. C'est ce que déplore entre autres le juriste Mounir Sy, interrogé par Babacar Fall. Il nous livre son rêve africain. Nous rêvons le rêve occidental. Nous voulons tous devenir américains, arabes, chinois ou européens. L'Afrique doit rêver son propre rêve. Et pour cela, il faut revoir le système éducatif, le système de formation. À l'école publique, de la maternelle à la terminale, on ne nous apprend pas qui nous sommes, nous les Africains. Ce que nous sommes, nous l'apprenons ailleurs que l'école. Or, l'école est là pour façonner le produit qui va servir l'État demain. Il faut qu'il y ait une rupture dans l'enseignement de l'école primaire à l'université en enseignant nos valeurs, parce que la société n'est rien d'autre qu'une somme de valeurs. Les hommes ne sont humains que lorsqu'ils sont des sommes de valeurs. C'est pourquoi nous prônons la révision des programmes scolaires, la révision de la durée, mais la révision de l'outil. Si on enseigne à travers la langue de l'autre, on est toujours dans une logique de complexe, dans une logique d'infériorité. On peut apprendre l'école primaire, les mathématiques, l'arithmétique, le calcul, l'orthographe par les langues nationales, en utilisant naturellement des caractères latins, des caractères arabes, mais qu'on enseigne 1 plus 1 par la langue locale, en Wolof, en Peul, en Bambara ou en Sossi. Comme ça, arrivé au collège, au lycée, on peut utiliser d'autres langues étrangères qui seront par là des langues mortes. Et les langues vivantes devraient être les langues nationales. Et à propos de cette journée de l'Afrique, Enda Tiers-Monde a rendu public un rapport sur la souveraineté des sociétés africaines, un document articulé autour de 7 axes majeurs visant à libérer le continent de l'emprise occidentale. Abediaï, compte rendu. Contribuer de manière décisive à la consolidation des transformations à l'œuvre dans les institutions africaines vers l'autonomie et la souveraineté, l'un des nombreux objectifs du rapport alternatif sur l'Afrique, lancé aujourd'hui sous le thème « Souveraineté des sociétés africaines face à la mondialisation ». Les initiateurs du numéro 1 de ce rapport, après celui du numéro 0 en août 2018, se veut un rapport pour l'Afrique et par l'Afrique. C'est d'abord une initiative qui veut repositionner l'Afrique dans la production d'un savoir autonome et d'un savoir souverain. Donc il est très important pour nous, à côté de tous les autres rapports qui sortent sur l'Afrique, d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. Il nous paraît très important d'analyser l'Afrique sous le prisme de cette souveraineté. Société, économie, monnaie,
Culture, numérique, politique, 6 axes majeurs pour construire une autre Afrique souveraine, libre et unie. La population devrait se l'approprier. Que les populations africaines d'abord se l'approprient, s'approprient les idées que nous avons développées dans ce rapport et que les décideurs également puissent s'en inspirer pour des basculements. Chérif Salif Sy, président du Forum du Tiers-Monde, est revenu sur le financement des pays africains en France. Selon lui, l'idéal serait d'avoir un agenda propre à l'Afrique. En termes de souveraineté, nous aurions préféré que cette demande se fasse dans le cadre d'un agenda proprement africain. Moi, c'est véritablement mon seul regret. Et donc, c'est la connexion avec le RASA, c'est que ça montre effectivement que nous avons raison depuis longtemps de nous battre sur des questions de souveraineté et de consacrer ce numéro 1 à la question de la souveraineté. Notre volonté n'est pas de rompre avec le reste du monde, mais d'être maître de la décision sur les questions qui importent pour l'Afrique. Le changement durable de l'Afrique passe d'abord par la souveraineté, une ambition réalisable aux yeux des initiateurs si les savoirs africains sont utilisés à bon escient. Une Afrique libre et nouvelle. Dans le reste de l'actualité, une autre célébration qui date de 2007, le 25 mai, c'est aussi la journée mondiale de la thyroïde. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde. Les troubles de la thyroïde, lui, sont répandus à travers le monde, mais peu connus au Sénégal. Ndeye Mariam Gueye et Séléman Diallo nous en parlent. La thyroïde ne cessa de s'accroître, surtout chez les femmes. Elles sont les plus exposées de la vie du professeur Bathily, médecin nucléaire à l'hôpital Idriss Pouye. Donc, je disais que dans les hyperthyroïdies, la plus fréquente, c'est la maladie de base, à presque 90%. Donc, comment ça se manifeste? Il y a ce qu'on appelle des signes de thyrotoxicose. Ces signes-là, le malade, il perd du poids, il y a un amaigrissement. Et il y a une thermophobie, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas la chaleur. Il y a une irritabilité, une nervosité. Donc, et il y a une diarrhée associée, donc une insomnie. Et tout ça, ça survient dans un contexte psycho-affectif, c'est-à-dire un stress permanent. Maintenant, si c'est la maladie de base, en plus de ces signes, il y a un goitre. Donc, ici, il y a une tuméfaction cervicale. Et aussi, il y a une exophthalmie, les yeux donc, augmentent un peu de taille. Au départ, vraiment, je ne sais pas, je veux dire que j'étais trop sensible. Je pleurais pour un oui ou pour un non. Je ne dormais pas bien, je ne pouvais pas manger et je maigrirais. Je maigrissais, je ne savais même pas ce qui se passe. Hein. Parfois, il m'arrive de me disputer avec tout le monde alors que personne ne m'a rien fait. Une pathologie qui se manifeste par l'amaigrissement, l'augmentation de la taille des yeux et des maux de gorge. Éviter la maladie, surtout il faut éviter des contextes psycho-affectifs marqués, notamment le stress. Et aussi, il y a une prédisposition génétique. Si dans la famille, on retrouve souvent des antécédents de pathologie thyroïdienne, donc ces sujets-là doivent toujours faire attention à cela. Toutefois, la maladie peut être guérie si elle est bien prise en charge, ajoute le docteur Bathily. Oui, bien sûr. C'est une maladie qu'on peut bien sûr traiter et le traitement se déroule en 2 étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le traitement médical. Le traitement médical, c'est avec les antithyroïdiens de synthèse. Maintenant, au bout de 2 ans, si le traitement médical ne marche pas, donc on fait soit une irathérapie, on donne l'iode radioactif ou bien on fait une chirurgie. On m'a demandé de prendre les médicaments durant 2 ans. Si ça diminue, je continue avec les médicaments. Mais si ça continue comme ça, ou bien ça reste à ce stade-là, on est obligé d'opérer. Pour cette année, la journée mondiale de lutte contre la thyroïde est une occasion pour l'association des malades de thyroïde du Sénégal de sensibiliser davantage les jeunes et les femmes, 2 cibles qui souffrent le plus de cette maladie silencieuse mais bien visible. Merci beaucoup, Ndeye Mariam Gueye. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.